Et si la véritable arme secrète de la Russie en Afrique n'était ni un char d'assaut, ni une raffinerie, mais un simple interrupteur? Dans l'imaginaire collectif, la présence russe évoque fusils, mercenaires ou pétrole. On imagine des avions chargés d'armes, de l'or raffiné, des barils expédiés vers Moscou. Pourtant, la Russie n'envoie pas seulement des soldats ou des cargaisons d'armes. Elle joue une partie plus subtile, plus durable, où chaque décision prise aujourd'hui pèsera des décennies durant sur le quotidien de millions de personnes. Regardez l'histoire. Durant la guerre froide, l'Union soviétique cherchait déjà à s'implanter sur le continent africain, mais principalement via un soutien militaire et idéologique. Aujourd'hui, le jeu est différent. Il s'agit non plus de livrer des fusils, mais de brancher des nations entières à un réseau alimenté depuis Moscou. La nouvelle offensive russe se joue ailleurs. Dans l'ombre, Moscou signe des contrats énergétiques et nucléaires, tissant une dépendance discrète mais redoutable. Dans les bureaux climatisés des ministères, des négociations cruciales s'engagent, souvent à huis clos. Ici, le temps compte plus que la puissance de feu. Les accords signés aujourd'hui pèseront sur des générations entières, invisibles mais lourds de conséquences. Ce n'est pas une affaire de mégawatts à produire, mais de contrôle à instaurer. L'énergie, c'est le levier suprême. Qui contrôle l'électricité contrôle les hôpitaux, les écoles, les usines et donc l'avenir. Un seul interrupteur peut geler la croissance d'un pays entier. Prenons l'exemple du Ghana dans les années 80. Pendant la grande sécheresse, le barrage d'Akosombo, pilier du réseau électrique, se retrouve à sec. Des quartiers entiers plongent dans l'obscurité. Les hôpitaux doivent utiliser des générateurs vétustes, les usines ferment et la croissance s'effondre. Cette crise a montré de façon brutale que l'énergie n'est pas juste une question de confort, mais de survie économique et sociale. En ce moment même, des ministres africains engagent leur pays pour des décennies, parfois sans mesurer l'ampleur de l'enjeu. Dans 5 décennies, ces accords décideront de la souveraineté et de la liberté de dizaines de millions de personnes. Si ce jeu d'influence reste invisible, l'Afrique pourrait perdre son autonomie pour un demi-siècle, sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré. Le vrai champ de bataille, c'est l'accès à l'énergie. L'histoire regorge d'exemples où la dépendance énergétique a été utilisée comme une arme géopolitique. En Europe, la crise du gaz russe en 2006 et 2009 a paralysé plusieurs pays, démontrant la puissance du fournisseur. Pour comprendre comment Moscou façonne le futur énergétique africain, il faut d'abord saisir pourquoi l'électricité est devenue l'enjeu central de cette nouvelle lutte. Mais d'où vient cette soif d'électricité? Et pourquoi la Russie la place-t-elle au cœur de sa stratégie africaine? Remontons à la source du problème. L'Afrique ne manque pas d'idées. Ce qui lui fait défaut, c'est l'électricité. Partout sur le continent, les coupures de courant rythment la vie. Dans de nombreux pays, la lumière disparaît chaque jour pendant de longues heures. Les usines s'arrêtent, les hôpitaux tournent au ralenti, les écoles ferment plus tôt. Pour des millions de familles, la nuit signifie obscurité, chaleur étouffante et nourriture qui se gâte faute de réfrigérateur. La population africaine explose. Chaque année, des millions de jeunes arrivent sur le marché du travail, pleins d'ambition. Mais sans courant fiable, impossible d'ouvrir des usines, de séduire des investisseurs ou de former une génération d'ingénieurs. Résultat, la demande grimpe en flèche, mais l'offre d'énergie reste fragile, souvent incapable de suivre le rythme. Prenons l'exemple du Nigeria, la nation la plus peuplée du continent. Malgré ses énormes réserves de pétrole et de gaz, les coupures de courant y sont quotidiennes. Les PME locales, confrontées à l'irrégularité du réseau, investissent massivement dans des générateurs diesel, ce qui accroît encore les coûts de production et freine la compétitivité. Les solutions classiques existent, barrages, panneaux solaires, centrales à gaz. Mais chacune a ses faiblesses. L'hydroélectricité dépend du climat et des rivières. Le solaire exige un réseau solide et des moyens pour stocker l'énergie la nuit. Le gaz réclame des pipelines sûrs et une stabilité politique rare. Au Zimbabwe, par exemple, la dépendance à l'énergie hydraulique du barrage de Kariba a entraîné des pénuries massives lors des sécheresses récentes, paralysant l'économie et provoquant des tensions sociales. Face à ces limites, le nucléaire apparaît comme une solution radicale.
Une centrale nucléaire, une fois lancée, alimente un pays jour et nuit, quelle que soit la météo. C'est l'espoir d'une industrie qui ne s'arrête plus, d'une croissance qui ne s'effondre pas à chaque coupure. Mais le nucléaire coûte cher. Il faut des décennies d'engagement, des transferts de technologie, des partenariats solides. Les puissances occidentales posent leurs conditions. Audits, normes environnementales, garanties politiques. Parfois, elles freinent ou bloquent les projets, jugeant les risques trop élevés. La Russie, elle, avance sans hésiter. Ses offres sont clés en main. Moscou finance, construit, équipe, forme les ingénieurs locaux. Pas de débat sans fin, ni de conditions politiques. Les dirigeants africains signent, et les travaux démarrent. Les contrats russes englobent tout, du béton à la formation, et s'étalent sur des décennies. Ce choix engage l'avenir du continent. Sans solution énergétique, l'Afrique restera dépendante, condamnée à importer ce qu'elle pourrait produire. La stagnation deviendra la norme, l'indépendance un mirage, et le destin du continent se décidera ailleurs. Derrière la promesse d'électricité abondante, un jeu plus complexe se dessine, où chaque décision façonne la souveraineté pour des générations. Mais à quel prix cette lumière s'allume-t-elle vraiment? Car dans l'ombre des réacteurs, c'est un tout autre rapport de force qui prend forme. Un réacteur nucléaire n'est jamais un simple édifice. Il inaugure une chaîne invisible qui lie un pays à son fournisseur pour 6 décennies, parfois plus. Quand la Russie entre en scène avec son offre, elle ne propose pas juste de bâtir une centrale. Rosatom, le colosse russe de l'atome, livre un ensemble complet. Financement, ingénierie, formation, maintenance, livraison de combustible, retraitement des déchets. Un package total, verrouillé par Moscou. Chaque signature n'est pas qu'un achat. C'est un pacte pour plusieurs générations. La dette s'étend sur des décennies. La technologie reste propriété russe. Et la formation locale se fait selon les méthodes russes, avec des outils qu'on ne trouve que chez eux. Les contrats s'étirent sur 40, 50, parfois 60 ans. Ils verrouillent l'accès aux pièces, à l'uranium enrichi, aux équipes de maintenance et même aux procédures de sécurité. Tout reste sous la coupe moscovite. Remplacer le fournisseur ou changer d'opérateur devient quasiment impossible sans mettre en péril la sûreté de la centrale. La dépendance est structurelle. Rompre, c'est risquer des coupures, des pannes critiques, ou l'arrêt pur et simple du programme nucléaire. Revenir en arrière signifie accepter des centrales à l'arrêt, des ingénieurs formés en vain, et des dettes colossales sans aucun retour. Regardez l'exemple égyptien. À El Dabaa, Rosatom construit bien plus qu'une infrastructure. Le pays se lie pour des dizaines de milliards d'euros à rembourser sur des décennies avec des conditions strictes. L'accès à l'uranium, la formation des scientifiques, la surveillance réglementaire, tout dépend de la Russie. À titre de comparaison, lorsque la Finlande a tenté de diversifier ses fournisseurs pour la centrale nucléaire d'Olkiluoto, elle s'est heurtée à d'innombrables retards et surcoûts, illustrant la difficulté de changer de partenaire en cours de route. Même logique en Éthiopie, au Niger ou ailleurs en Afrique. Le modèle russe tisse une toile qui dépasse la simple énergie. Parfois, la Russie obtient même un accès privilégié aux ressources locales, comme les mines d'uranium, renforçant encore l'emprise sur ces pays. En Namibie, par exemple, les discussions autour de la gestion de l'uranium extraient une dimension hautement stratégique. Si la Russie s'assure un contrôle sur les mines, elle verrouille non seulement la filière énergétique, mais aussi la chaîne d'approvisionnement mondiale. Ce mécanisme, implacable, emprisonne les économies africaines dans une dépendance silencieuse. S'engager sans garde-fou, c'est accepter que la souveraineté énergétique, économique et scientifique soit placée entre les mains d'une puissance étrangère, et cela pour toute une génération. Mais pourquoi tant de pays acceptent-ils ce pacte inégal? Derrière chaque signature, il y a l'urgence, la promesse de modernité et la pression d'une concurrence féroce. Le nucléaire, tremplin vers la modernité ou fil à la patte invisible pour l'Afrique? La promesse séduit. Enfin, une énergie stable, la fin des coupures, et la chance de propulser l'industrialisation du continent. Pour beaucoup, c'est une occasion unique. Rattraper le retard, moderniser l'économie, stabiliser le réseau, sortir du cercle vicieux de la pauvreté énergétique.
Mais chaque promesse cache une complexité. Accueillir le nucléaire, ce n'est pas simplement appuyer sur un bouton. C'est accepter des décennies d'attachement, dépendance technique envers les fournisseurs, dépendance politique à ceux qui possèdent le savoir-faire, dépendance institutionnelle à des accords souvent opaques, difficiles à renégocier. Parfois, ces liens pèsent plus que n'importe quelle dette financière. Prenons l'exemple de la Hongrie, membre de l'Union européenne, qui a conclu un contrat avec Rosatom pour la centrale de Pax. Malgré les critiques de Bruxelles, Budapest est désormais lié à la Russie pour l'approvisionnement en combustible et la maintenance, ce qui limite sa marge de manœuvre diplomatique. La Russie n'est pas seule à avancer ses pions. La Chine, l'Europe, les États-Unis, tous proposent leurs modèles, leur financement, leur formation. Cette compétition crée l'illusion du choix. Elle force chaque acteur à surenchérir, à promettre plus. Mais elle transforme aussi le marché africain du nucléaire en champ de mines. Chaque contrat peut devenir piège financier, verrou technologique ou instrument d'influence à long terme. Par exemple, la Chine construit des barrages et des centrales à travers l'Afrique. Mais ces prêts ont parfois mené à des crises de la dette, comme au Sri Lanka, où le port d'Hambantota a été cédé à Pékin à cause d'un défaut de paiement. Ce précédent inquiète de nombreux observateurs africains, conscients que l'énergie n'est pas le seul enjeu. La souveraineté nationale est en jeu. Dans cette partie serrée, le choix du partenaire n'est jamais anodin. Un accord mal négocié peut condamner un pays à la dépendance énergétique et diplomatique pour une génération entière, réduire sa liberté de décision, limiter sa marge de manœuvre économique. L'enjeu est colossal. Préserver la maîtrise de son énergie, garder la main sur ses choix politiques, éviter que la souveraineté ne se dilue dans des clauses obscures ou des systèmes verrouillés. Quel est alors le défi réel pour les dirigeants africains? Transformer la dépendance inévitable en partenariat équilibré. Former une expertise locale pour dépasser le statut de client, devenir aussi acteur et innovateur. Diversifier les partenariats, multiplier les programmes de formation, exiger de véritables transferts de technologie. Autant de conditions pour faire du nucléaire un moteur d'émancipation, non une nouvelle chaîne invisible. Pour y parvenir, l'Afrique pourrait s'inspirer de la Corée du Sud, qui, après avoir importé la technologie nucléaire des États-Unis et de la France, a investi massivement dans la formation de ses ingénieurs et la recherche, devenant aujourd'hui l'un des rares pays à exporter ses propres centrales. Une négociation bâclée aujourd'hui, c'est hypothéquer son avenir pour des décennies. Mais un rapport de force bien construit, c'est peut-être l'opportunité d'écrire un nouveau chapitre pour l'Afrique. Mais au-delà des contrats et des discours, la vraie bataille se joue sur le terrain, dans les choix quotidiens et les équilibres fragiles. Face à la tentation du progrès rapide, l'Afrique doit décider quel prix elle est prête à payer pour son indépendance. Le secret? Ne jamais confondre bouton ON et perte de contrôle. L'énergie nucléaire promet l'émancipation africaine, mais tout dépend de qui tient vraiment l'interrupteur. Pour éviter que ce rêve ne vire au piège, l'Afrique doit fixer ses conditions dès le départ. Première règle, exiger une transparence absolue dans chaque contrat. Prévoir la formation locale, refuser les arrangements opaques. Chaque clause compte. Il ne suffit pas d'importer des réacteurs, il faut investir dans les compétences pour éviter que la technologie ne devienne une nouvelle chaîne. Ensuite, bâtir des institutions africaines solides, capables de surveiller le secteur nucléaire. Ces agences doivent rester indépendantes, à l'abri des pressions étrangères. Sans une autorité nationale forte, le risque de dépendance technologique devient inévitable. Diversifier les sources est crucial. Ne pas se reposer sur un seul partenaire, qu'il vienne de Pékin, Moscou, Paris ou Séoul. Comparer les offres, mettre les acteurs en concurrence, négocier de véritables transferts de savoir-faire. Chaque pays doit investir dans la formation d'ingénieurs, de techniciens et de régulateurs africains, pour garder l'expertise stratégique sur le continent. L'Afrique du Sud, par exemple, a bâti son secteur nucléaire en s'appuyant sur des partenariats multiples, ce qui lui a permis de conserver une certaine autonomie technique et de former une nouvelle génération de spécialistes locaux capables de gérer et d'innover. Ne pas sacrifier les intérêts nationaux sur l'autel de l'urgence énergétique. L'indépendance ne s'achète pas à crédit.
Une centrale nucléaire engage pour 50 ans, parfois davantage. Il faut instaurer une culture de souveraineté technologique, où chaque décision sert l'intérêt à long terme du peuple africain, et non la panique de la pénurie. Enfin, le vrai pouvoir, le switch, doit rester entre des mains africaines. Pas seulement sur le papier, mais dans les faits. Contrôle de la gestion, de la maintenance, des données et des choix futurs. Pour cela, il est essentiel de créer des cursus universitaires spécialisés, de financer la recherche locale et d'envoyer des étudiants se former à l'étranger, tout en exigeant le retour de ces compétences sur le continent. À l'image du Brésil, qui a investi dans la formation nucléaire dès les années 70, l'Afrique peut bâtir sa propre élite scientifique. Il ne s'agit pas de refuser le progrès, mais de choisir qui en bénéficiera, génération après génération. L'Afrique peut transformer le nucléaire en levier de souveraineté ou bien le subir comme une nouvelle dépendance structurelle. Mais cette vigilance ne suffit pas, car derrière chaque contrat, une autre bataille s'engage, celle de l'influence et des alliances cachées. La lumière peut révéler ou aveugler, tout dépend de qui contrôle l'interrupteur. Aujourd'hui, face à la stratégie nucléaire de la Russie en Afrique, le continent est à un tournant décisif. Laisser les grandes décisions énergétiques se faire dans l'ombre, c'est risquer de perdre la maîtrise de son destin pour des générations entières. Derrière chaque protocole, chaque centrale, il y a davantage qu'une affaire de mégawatts. Il s'agit d'un choix de société, d'une trajectoire politique qui façonnera la souveraineté, l'économie et la position de l'Afrique dans le monde pour au moins un demi-siècle. La Russie ne vend pas simplement du courant. Elle propose un pacte silencieux, une dépendance qui pourrait s'avérer irréversible. Signer sans vigilance, sans débat public, c'est abandonner les clés de l'indépendance à des intérêts étrangers qui planifient sur plusieurs générations, tandis que nombre de décideurs ne songent qu'à leur mandat. Le véritable danger ne réside pas dans la technologie, mais bien dans l'opacité. Ces accords discrets, ces discussions à huis clos, où les citoyens ne sont ni consultés ni informés, alors qu'ils en porteront le poids pendant des décennies. Il est donc crucial de ne pas détourner les yeux, d'exiger des débats transparents, de réclamer des analyses indépendantes et de refuser que les choix énergétiques soient dictés par l'urgence ou le mirage de solutions clés en main. La souveraineté n'est pas un slogan, c'est un engagement quotidien. L'avenir de l'Afrique se joue autant dans la compréhension, le choix et le contrôle des infrastructures que dans les urnes ou sur les marchés. Citoyens, décideurs, ne laissez pas s'éteindre la lumière du débat. Informez-vous, interrogez, demandez des comptes. Car l'énergie de demain se décide aujourd'hui, et ce choix, plus que jamais, vous appartient. Imaginez un instant l'Afrique en 2070. 2 scénarios s'offrent à nous. Dans le premier, le continent a choisi la facilité, signant à la hâte des contrats sans garde-fou. Les pannes se sont raréfiées, certes, mais au prix d'une dépendance extrême. Les décisions stratégiques se prennent désormais à l'étranger, les innovations profitent d'abord aux fournisseurs, et la jeunesse africaine se retrouve simple exécutante, privée de la maîtrise des outils. Dans le second scénario, l'Afrique a investi dans sa propre expertise. Les universités forment des physiciens, des ingénieurs, des économistes capables de comprendre et de négocier chaque aspect du nucléaire. Les partenariats sont multiples, les institutions solides, les débats publics fréquents. L'électricité ne vient plus d'un interrupteur lointain, mais de la volonté collective de maîtriser son destin. Pour que ce second scénario devienne réalité, chaque citoyen, chaque décideur doit se sentir concerné. L'histoire n'est pas écrite d'avance. Le choix de l'interrupteur revient à l'Afrique, et c'est maintenant qu'il faut décider qui aura vraiment le doigt dessus.